On a imaginé pas mal de choses dans l'année qui a précédé la première rentrée. Et c'était assez amusant de voir que, au lycée, les étudiants ils sont habitués à être pris par la main, quoi. Il y a un énorme enjeu à les rendre autonomes dans leur manière de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans un cours. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de la data dans toute leur diversité. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence de recherche et développement en data science. Je reçois des professionnels d'horizons variés pour nous parler de leurs aventures, leurs succès, leurs échecs, leurs espoirs, leurs techniques, leurs astuces, leurs histoires et leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois Édouard Neuville, directeur académique de Albert School. Après une formation en maths appliquées à Central Paris, il fait 2 ans de conseiller en stratégie chez Advention, puis rejoint la fonction publique d'abord en tant que data scientist au ministère des Armées, puis en tant que Chief Data Officer à la Direction Générale des Entreprises au ministère des Finances. Depuis 2022, il est directeur académique de Albert School. Albert School, c'est la première business school ancrée dans la data, qui a convaincu des investisseurs comme Xavier Niel, Bernard Arnault et Pierre-Édouard Sterrin. Ils ont eu leur première rentrée en septembre 2022 avec une classe de 33 étudiants. Ils ambitionnent une ouverture de 5 niveaux de formation dès la rentrée de septembre 2023 et en parallèle des premières sessions de formation professionnelle en upskilling et reskilling. Bonjour Édouard. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Albert School, Édouard, peut-être le mieux c'est de vous rendre la parole. Qu'est-ce que c'est Albert School ? Albert School, c'est l'école qui forme les cadres de l'économie de demain. L'économie de demain, c'est celle qui est transformée par la tech, par la data, et dans laquelle les décideurs ont besoin de prendre des décisions plus vite et plus précisément, et ça, ils vont le faire grâce à la data. Donc cette transformation, elle pose 2 grands enjeux, en fait. Un enjeu qui est un peu d'ordre technique, tous les métiers qui sont liés à la data au sens hard skills du terme, et ensuite, comment est-ce que je raccroche ça à la création de valeur dans mon business, quoi. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade de maturité où les entreprises, ce dont elles ont besoin, c'est la poignée de l'éventail, c'est le profil hybride entre les deux, et c'est ce profil-là qu'on forme à Albert School. D'accord. Alors, quel est l'état des lieux que vous faites sur le besoin de formation aujourd'hui, côté entreprise et côté fonction publique, puisque vous l'avez connu ? Absolument. La première idée à avoir en tête là-dessus, c'est que le people, la ressource RH, constitue un des freins principaux de croissance pour pas mal de boîtes. On discute en particulier avec des cabinets de conseil en marketing et ils doivent refuser du business parce qu'ils n'ont pas de RH à staffer en face, quoi. Ensuite, le deuxième constat qu'on avait fait, c'était de se dire que le monde de l'entreprise, là, sur les 2 dernières décennies, il évolue extrêmement vite. Mais le monde de la formation, qui plus est académique, lui, il évolue beaucoup moins vite. Si on regarde, par exemple, le top 5 écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, la plus jeune de toutes ces écoles-là, c'est l'ESSEC, et elle date de 1907. Donc il y a plus de 100 ans, quoi. Ensuite, si on regarde un peu ce qui se fait en matière de formation, les seules formations qui hybrident ces 2 mondes, data et business, elles interviennent en fin de parcours académique, et on a des doubles diplômes, quoi. Donc on ne se réinvente pas, on juxtapose en fait 2 cursus de formation, une formation ingénieur et une formation business. Donc on se retrouve finalement avec des formations qui sont assez segmentantes, où chacun vient avec sa culture qu'il a depuis la filière qu'il a choisie après le bac, quoi. La dernière idée qui nous tient un petit peu à cœur par ailleurs, c'est que en France, on a un peu tendance à ne pas réussir à employer le terme excellence et le terme professionnalisant dans la même phrase, sans que ça fasse un peu sourire. Là, ça me fait moi-même un peu sourire en le disant. Mais voilà, je pense que le besoin de formation tient à pouvoir concilier ces aspects excellence et ces aspects professionnalisants en formant des profils qui sont dédiés à l'entreprise, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez eu raison de faire ce pari ? Le premier point là-dessus, il tient moi mon expérience perso. Hein, quand j'étais au ministère des Armées, que j'avais une équipe d'une 30aine de personnes. Le besoin que j'avais, c'était d'avoir ces 30 profils hybrides, data et business, si on peut parler de business au ministère des Armées, matière, on va dire. J'en avais que 2, quoi. Donc, il m'en manquait 28 et je n'ai pas réussi à les recruter. Ensuite, si on regarde ça un peu à l'échelle de Albert School, le principal KPI d'une école, c'est son employabilité. On a seulement une promotion aujourd'hui qui n'est pas employable, ça on l'aura l'année prochaine, en 2024. Donc le meilleur proxy qu'on a à ce stade, c'est les entreprises qui nous font confiance, quoi. Alors d'abord, on a ça du point de vue investisseur, avec les différents noms que vous avez mentionnés en début de podcast, qui nous font confiance et qui mettent leur nom dans ce projet d'une certaine manière. Et ensuite, tous les masters qu'on va ouvrir là en alternance, on a aujourd'hui une 50aine d'entreprises uniques qui nous font confiance et qui ont pour projet en tout cas de prendre des alternants chez Albert School. Et donc ça se chiffre à plusieurs
centaines d'offres qui vont être publiées là, dans le prochain semestre sur notre site pour pouvoir capter les talents Albert School qui ont cette formation hybride, quoi. Et alors, dans votre expérience passée, vous n'auriez pas pu, par exemple, embaucher des data scientists très techniques et les former un peu au business, ou au contraire des profils business et qui ont un peu un niveau en maths et leur faire bosser un peu sur le code, apprendre à coder, ce genre de choses? Alors, on était excellents en fait sur les deux composantes qui sont de chaque côté du spectre. C'est-à-dire qu'en technique, on était excellents, vraiment un niveau de technicité extrêmement abouti grâce à des ingénieurs justement qui ont suivi un cursus ingénieur extrêmement performant en maths appliquées, etc. Et on avait à côté de ça, pour se fixer les idées, le profil école de commerce ou Sciences Po qui était excellent en analyse matière, mais on n'avait pas le profil du milieu, si je puis dire, le data analyst, qui lui permet d'assurer un peu le continuum entre ce monde technique et ce monde matière business, quoi. D'accord. Alors, comment on apprend chez Albert School, du coup, ces deux choses à la fois? Quelle est la méthode pédagogique, entre guillemets? Alors, chez Albert School, on apprend en faisant, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on apprend en faisant ce qui se fait en entreprise. Donc, le premier point, c'est qu'on apprend la data sous un angle hard skills, si je puis dire. Donc, on apprend à coder, on apprend à manipuler des tableaux, des fichiers JSON, tout ce genre de choses. Et on pratique ça comme une langue, quoi. La programmation, ça s'appelle un langage informatique. Le terme langage, il n'est pas là pour rien. On apprend les ressorts d'une langue. Et ensuite, pour projeter ça, en fait, dans ce qui se fait dans la vie réelle, on a des séquences qu'on appelle des business deep dive, qui sont des séquences de 3 semaines, donc qui durent tout au long de l'année, on en a 8, où on fait venir, en fait, des boîtes directement sur le campus, et on décortique ces boîtes à la lumière de toutes les verticales pédagogiques qu'on enseigne. Donc, essentiellement de la data, évidemment, mais aussi et surtout l'enjeu business qui est poursuivi lorsque je mets en œuvre des analyses data, quoi. C'est l'alpha et l'oméga de la formation, si je puis dire, c'est de garder en tête quel est l'objectif de création de valeur quand je manipule de la data, quoi. Pour donner quelques exemples là-dessus, ces business deep dive, ils sont également là pour suivre un second objectif, qui est, on est assez convaincu qu'on a un rôle à jouer dans l'orientation des étudiants. Donc ces séquences-là, elles sont là pour leur donner un peu des clés de lecture sur dans quel type de boîte est-ce qu'ils ont envie de bosser, une start-up, un grand groupe, une administration, dans quel secteur. On alterne du coup à chaque fois parce que, comme on l'a dit au début, chaque secteur est impacté par la data, donc ça leur donne un premier a priori sur, dans l'automobile, c'est pas pareil que dans le retail, c'est pas pareil que dans le luxe, et ainsi de suite. Et dans toutes ces verticales sectorielles, quel est le métier, quel est le corps de métier, si je puis dire, qui va m'intéresser, quoi. Est-ce que j'ai plus d'appétence pour le marketing? Est-ce que j'ai plus d'appétence pour la finance d'entreprise, pour le produit ou ce genre de choses? D'accord. C'est quoi les profils, d'ailleurs, qui rejoignent Albert School en sortie du bac? Alors, on essaye de ne pas mettre les gens dans des cases. Donc, on ne sélectionne pas sur une filière en particulier. Une fois que j'ai dit ça, si on prend un peu le problème autrement, disons que les étudiants qu'on a recrutés chez Albert School, ils ont en commun 3 choses. L'appétence pour les maths, l'esprit un peu entrepreneurial, si je puis dire, et une forme d'ambition, disons-le comme ça. Et la troisième chose, c'est que c'est des gens qui ont compris que toute l'économie était révolutionnée par la data et que de s'approprier la question technique constituait un des enjeux majeurs de leurs études supérieures. C'est quoi l'état d'esprit de quelqu'un qui sort du bac aujourd'hui? Est-ce que vous avez des surprises par rapport à ce que vous attendiez? C'est une question intéressante parce que c'est un parfait exemple de la théorie qui rencontre la pratique, quoi. C'est-à-dire qu'on a imaginé pas mal de choses dans l'année qui a précédé la première rentrée. On a peut-être un peu surestimé d'ailleurs le niveau d'autonomie en fait d'un étudiant qui sort du bac, et c'était assez amusant de voir que au lycée, les étudiants ils sont habitués à être pris par la main, quoi. Il y a cours de maths, interro de cours lundi prochain, TP de ceci jeudi après-midi, etc. Et il y a un énorme enjeu au-delà des différentes matières qu'on leur enseigne, sur les enjeux professionnels par rapport à leur orientation qu'on veut leur faire réaliser. Il y a un énorme enjeu à les rendre autonomes dans leur manière de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans un cours. Donc, c'est là où il y a tout l'accompagnement que nous, on leur donne qui prend sa pleine valeur, quoi. Et là, on a effectivement eu un peu des surprises au début. D'accord. Du genre? Du genre sur un théorème de maths. Je le connais par cœur, mais je ne sais pas forcément l'appliquer, quoi. Ouais. Ensuite, comment est-ce que je travaille un cours de finance? Je suis persuadé que d'avoir écouté le cours 1 heure, ça me suffit. Sauf que la finance, c'est des formules. Donc les formules, il faut les pratiquer pour pouvoir se les approprier. Il y a ce premier point-là. Il y a le second point qui est d'avoir conscience en fait, de ça tout bêtement, quoi. Avoir conscience de sa méthode de travail. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit progresser, quoi. Ouais.
Et les bonnes surprises, qu'est-ce qui a changé depuis notre génération? Les bonnes surprises, cette question-là, elle est intéressante à appréhender avec le feedback des profs ou des enseignants et des entreprises qui sont venues pour l'instant sur le campus. Le principal feedback qu'on a, c'est qu'ils ressentent en fait dans les profils qui sont dans les classes là, enfin dans la classe pardon, que c'est des gens qui ont pris un risque quoi. Parce que effectivement, il y avait fondamentalement, il y avait plein de raisons de ne pas venir à Albert School l'année dernière. Il n'y avait pas de profs, pas de campus, pas d'anciens élèves. C'était le début, donc ils prennent un risque. Et ça se traduit dans leur curiosité, quoi. Donc c'est des gens qui posent des questions. Ça, c'est la première chose. Ils posent des questions, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en classe, quoi. Et la deuxième chose, c'est que ces questions, elles sont ultra pertinentes, quoi. Donc on constate un niveau de maturité sur les enjeux business et les enjeux même de manière un peu plus large liés à la data, quoi, qui sont, pour le coup, un peu plus élevés que la moyenne qu'on aurait pu anticiper, quoi. Ok. Alors, quels sont les profils des profs qui rejoignent Albert School? Et à la limite, qu'est-ce qui les séduit moins quand vous les recrutez? On a un parti pris sur les profs, qui est assez cohérent d'ailleurs avec le fait qu'on forme des gens pour l'entreprise, on ne forme pas des chercheurs, quoi. Donc nos profs, ils répondent à 3 critères, si on essaie un peu de rationaliser et de structurer un peu les choses, mais tous nos profs travaillent et sont en poste par ailleurs. Évidemment en poste avec un job en cohérence avec la matière qu'ils enseignent. Ouais. Et ça a une vertu, c'est qu'ils ancrent leurs enseignements dans la réalité business. Donc de manière très pratico-pratique. Notre prof de finance, il bosse dans un fonds d'investissement. Notre prof de marketing, il est directeur marketing de sa boîte. Et nos profs de data, ils sont tous data scientists ou entrepreneurs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est des gens qui incarnent également l'excellence par leur parcours académique, au niveau duquel on entend se placer. Et la troisième chose, c'est qu'ils ont pour la plupart d'entre eux également une expérience de l'enseignement, en side job, si je puis dire. C'est évidemment pas leur cœur de métier parce qu'ils ont leur job par ailleurs, mais ils ont cette expérience de l'enseignement. Ce qui les séduit, pour répondre à ta question, je dirais qu'ils sont drivés par plusieurs choses. 3 choses à minima, 4 même. D'abord, l'appétence pour enseigner. Ensuite, il y a une seconde chose, je ne sais pas si j'aimerais que je dise ça, mais ils cherchent aussi un peu un personal branding, si je puis dire, via l'enseignement, probablement via le projet Albert School aussi, avec les différents noms auxquels ils se retrouvent associés. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il y a évidemment le driver financier qui est un paramètre. Et là, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un potentiel prof de finance pour l'année prochaine qui bosse à la BPI. Et lui me disait, je trouvais ça assez intéressant parce qu'il l'a phrasé de manière assez intéressante, qu'il envisageait également l'expérience d'enseignement comme un moyen pour lui de travailler ses soft skills, quoi, de travailler son exercice oratoire, de vulgariser en fait son job, les enjeux de son job, et ça devant une quarantaine d'étudiants, quoi. D'accord. Alors, comment tu décrirais le persona d'entreprise qui serait intéressé par le recrutement d'un élève qui a fait 5 ans à Albert School? Le premier point, c'est qu'on n'adresse pas que l'écosystème tech. Okay. Ça, c'est la première chose. On adresse en fait toute entreprise qui a compris que son industrie et ses différents corps de métier allaient être transformés par la data. Si je prends des exemples, c'est assez marrant parce que les 3 boîtes avec lesquelles on a bossé nos séquences de business deep dive jusque-là incarnent à merveille ces différents niveaux de maturité, si je puis dire, sur la data par rapport à leurs industries et à leurs métiers. On a commencé avec une boîte comme Carrefour. Donc Carrefour est en train de se transformer complètement avec la data. Et la data, elle est rattachée à la direction générale. L'enjeu est traité par une grande direction qui est rattachée à la direction générale. Et eux, ils recrutent, je crois que c'est 3000 experts data à 3 ans. Donc voilà, premier exemple avec le retail, boîte qui est en pleine transformation. Ensuite, on a bossé avec une start-up qui s'appelle WeMaintain, qui fait de la maintenance d'ascenseurs, en posant des capteurs IoT. C'est une boîte qui a levé 40 millions l'an dernier de mémoire, mais c'est une boîte qui est data native, quoi. Ouais. Dans leur boîte, tout le monde a un vernis data et c'est une organisation très horizontale, start-up, etc. Et là, la troisième boîte avec laquelle on vient de finir une séquence, et j'en profite d'ailleurs pour tous les remercier là de leur temps et de leur implication, la filiale distribution du groupe Volkswagen, eux, la data, elle est en transformation, mais elle est encore traitée à la DSI, quoi. Et donc, pour pas mal de gens dans cette boîte-là, ça reste un enjeu informatique et ils sont au stade où ils essaient de convaincre que non, quoi. Il faut que le business soit embarqué dans cet enjeu-là et que ce soit quelque chose qui soit ventilé dans les différentes équipes métiers et qui ne soit pas cantonné à la DSI, quoi. Donc, voilà, ça donne un peu un panel sur la base d'uniquement 3 exemples, hein, mais qu'en fait, une fois que tu as compris que la data allait transformer ton entreprise à ton marché, je dirais que tu es éligible. Oui, des profils assez différents d'entreprises au final. Exactement. Qu'est-ce qui a convaincu Xavier Niel, Bernard Arnault, Pierre-Édouard Sterin et les autres de vous suivre?
Je pense que tous les noms que vous avez cités, qui sont du coup nos investisseurs, ils ont compris une chose qu'on avait compris aussi, et ils sont visiblement aussi convaincus que nous. Ils ont envie de secouer le monde de l'éducation, si je puis dire, qui n'a pas encore fait sa transition et sa révolution autour du numérique et de la data de manière générale, qui est un petit peu en retard. Et comme c'est des gens qui croient aux vertus de l'entrepreneuriat, je pense que c'est ces 2 points-là qui les ont principalement convaincus de nous suivre. Alors sur les outils qu'utilisent les élèves dans vos cours, sur lesquels ils se forment, qu'est-ce que vous avez choisi et sur quoi vous avez basé ces choix ? Alors notre principale boussole pour les outils, mais comme pour pas mal d'autres choses également, c'est la boussole de l'entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'on les met en situation similaire à celle de l'entreprise. Donc ils se forment sur les outils qu'on utilise en entreprise et les outils standards du marché. Donc on va retrouver des outils, une palette d'outils techniques pour apprendre à manipuler de la data. Donc là, on va retrouver des IDE, si ça parle aux personnes qui écoutent. Nous, on bosse pas mal avec Jupyter ainsi que PyCharm. Et ensuite, on va retrouver toute une palette d'outils qui sont plutôt métiers. Alors, on va commencer par la visualisation. Là, on utilise toute la stack Google, en fait, pour mégoter sur pourquoi est-ce qu'on prend Google, pas AWS, pas Microsoft. Ouais. Ça, c'est parce qu'on les utilise nous-mêmes. Donc, c'est plus un choix pragmatique, quoi, qui est doublé, par ailleurs, de, les entreprises avec lesquelles on travaille. On pragmatise un petit peu notre choix avec les outils qu'elles-mêmes utilisent, quoi. L'outil, il est plus là pour rassurer, si on veut, l'apprenant et également l'entreprise qui est susceptible d'employer. Bon, fondamentalement, de passer d'un CRM comme HubSpot, qui est celui qu'on a choisi, à Salesforce, l'outil, c'est juste un moyen, quoi. Donc, ça n'a pas de sens de former à tous. Donc, on a des partis pris sur certains logos, si je puis dire, d'outils, certains softwares. Mais voilà, la bonne boussole, c'est qu'on les met en condition en leur mettant entre les mains les outils qui sont utilisés en entreprise. Ouais, donc vous les formez au développement avec donc des IDE que vous avez cités. Vous les formez aussi à utiliser un CRM, c'est ça, à manipuler de la donnée qui sort d'un CRM. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, parce que le marketing, c'est probablement la verticale métier qui est la plus nativement, si je puis dire, impactée par la data. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font via le CRM, qu'on peut également connecter à tout un tas d'autres applicatifs. Donc, on les forme également aux outils no-code ou low-code. On a un parti pris sur Zapier, par exemple. D'accord. On pourrait en utiliser un autre. Donc, on leur met en fait entre les mains tous les outils de la chaîne de valeur, quoi. Donc, on les forme également au cloud computing. Donc, ça, on va utiliser GCP pour ça. Ensuite, tout le data warehousing, on leur met entre les mains par cohérence d'outils BigQuery. On a ensuite tout le monde de l'IDE pour pouvoir manipuler et valoriser la data, qu'on met ensuite à dispo en dashboarding ou en business intelligence, là avec Looker qu'on utilise, mais on pourrait fondamentalement utiliser un Tableau, un Power BI ou ce genre de choses. Et pour terminer, pour revenir un peu sur le point du CRM, on a également les différents outils métiers sur lesquels on les forme. Le CRM, c'est probablement le meilleur exemple pour ce qui concerne le marketing. Okay. Peut-être pour finir là-dessus, sur le point de vue outil, alors qui sort un peu de la logique professionnalisante. Aujourd'hui, ça vous a pas échappé, on n'a plus beaucoup de poly à l'école. Donc, on utilise également ce qu'on appelle un LMS, un Learning Management System, qui est en fait une plateforme pédagogique autour de laquelle on leur met à dispo les différents contenus et on peut un peu gamifier l'aventure pédagogique dans la mise à disposition des contenus. D'accord. Et là, on utilise Blackboard pour ceux à qui ça va parler. Le RGPD, c'est un truc important à voir à l'école quand on fait de la data et les notions juridiques en général. Est-ce que ça fait partie du programme d'Albert School ? Oui, et je pense que sur ce type de sujet, l'école est probablement un des moyens de sensibilisation les plus efficaces. Alors, on ne forme pas des juristes, donc on n'attaque pas ça bille en tête de manière hyper académique avec un prisme droit. On va attaquer ça par le prisme utilisateur final. De là, on va en fait dérouler certains enjeux éthiques qui sont liés à la data, dans le marketing, dans l'IA, dans la cybersécurité ou ce genre de choses. Et de ces enjeux éthiques sur lesquels on va en fait bosser en cours, sur lesquels on va faire réfléchir un peu les étudiants et un peu les secouer, si je puis dire, on va tirer tout le cadre régulatoire et juridique qui encadre justement ces différents usages de la data qui sont liés au RGPD. On leur donne effectivement des clés, mais plutôt sous l'angle très opérationnel et moins académique sur ce type de sujet. Vous avez parlé d'éthique, c'est aussi quelque chose qui fait partie du programme. Il y a des gens qui viennent parler d'éthique chez Albert School ? Absolument, oui. Dès la première année, on a un cours d'éthique du numérique qui est d'ailleurs donné par une brillante avocate. On attaque ces sujets liés à l'éthique, un peu comme ce que je disais à l'instant. On l'attaque par différents cas d'usage de la data. Sur le site de rencontre, par exemple, je sais que c'est un des modules qui est utilisé sous l'aspect marketing, où on manipule marketing sales plutôt, où on manipule des données à caractère personnel. Donc,
on travaille les enjeux éthiques de ça et ensuite on refait le pont avec le cours de droit où on commence à aborder ces enjeux qui sont liés au RGPD. Donc l'éthique, on le voit un peu à deux niveaux, quoi. On le voit au niveau purement éthique, si je puis dire, quoi. Et on le voit aussi comme un moyen de pouvoir atterrir sur les enjeux d'ordre plutôt juridique qui sont liés à ces usages éthiques, quoi. Si c'était à refaire aujourd'hui, on changerait quoi à Albert School ? C'est une bonne question. On y penserait plus tôt, déjà, pour commencer. Et la deuxième chose, c'est moi, j'aurais aimé avoir plus de femmes dans l'équipe pédagogique. Donc, mesdames, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez à venir enseigner en business et en data à Albert School. Non, plus sérieusement, sur ces sujets-là, on est assez attentif à la question de la parité et de la diversité, en fait, de manière plus générale. Et pour les jeunes femmes, on entend leur proposer, en fait, des rôles modèles. On le fait assez bien sur des femmes qui ont des carrières brillantes et qui viennent parler à nos étudiants, et en particulier à nos étudiantes, et leur démontrer qu'en fait, c'est tout à fait possible d'être femme, mère et de réussir dans la vie, qui plus est dans le monde de la data. Mais ça, on ne l'a pas encore assez bien incarné dans l'équipe pédagogique. Et c'est bien quelque chose qu'on entend changer pour les prochaines fois, pour les prochaines promotions. Alors la data, est-ce que ça vous sert à vous en interne en tant qu'entreprise pour certains usages ? Et si oui, est-ce qu'on peut en parler un peu ? Oui, tout à fait. Ça nous sert à tirer des stats, déjà, pour commencer. Une stat qui est intéressante, c'est notre ratio admis sur candidat. On est à 11%, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Si on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, on se classe numéro 2 derrière un des programmes de l'EDEC de mémoire, avec ce ratio-là. Et ensuite, la data, on l'utilise dans pas mal de choses. Déjà pour cibler nos étudiants, parce qu'ils n'entendent pas tous parler comme ça de Albert School le matin dans le métro ou à la radio. Donc on essaie de cibler nos clients, si on peut parler de ça. Donc on cible typiquement des 16-20 ans via les réseaux sociaux. On cible aussi leurs parents, parce que les parents sont assez impliqués dans le choix des études supérieures des différents étudiants. Donc voilà, ça c'est la première chose. On utilise de la data à des fins marketing, comme n'importe quelle autre entreprise. On a un gros enjeu d'automatisation de process. Ouais. Une école, c'est beaucoup d'opérationnel. Donc, le plus on automatise, le mieux c'est. Donc, on le fait pas mal avec Zapier, que je citais tout à l'heure. Mais on utilise aussi le code. Typiquement, j'ai codé les calendriers académiques des étudiants qu'on peut déployer à l'envie, qui nous permettra en fait aussi l'année prochaine de pouvoir passer à l'échelle un peu plus facilement que de créer l'événement de chaque cours dans le calendrier de chacun. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important et le plus lié à notre cœur de métier, c'est de pouvoir utiliser la data pour ce qu'on appelle l'adaptative learning. Une des vertus du Learning Management System, et c'est pour ça que je le mentionnais en fait tout à l'heure, c'est que c'est une plateforme numérique. Une plateforme numérique, ça produit de la data. Et nous, cette data, on peut la consommer ensuite derrière pour typiquement, sur un cours en particulier, essayer de mesurer l'interaction que les étudiants ont eue avec ce cours. Oui. Et en fonction des datas qui sortent, pouvoir adapter et se rendre compte que ce cours-là, personne n'a rien compris en fait. Donc il faut probablement le reprendre ou le mettre un peu plus tard pour les promotions suivantes. Et réciproquement, certains cours avec lesquels les étudiants interagissent pas suffisamment, c'est probablement qu'il y a quelque chose à changer dessus. Oui, l'outil qui remplaçait le poly, là, comme vous disiez tout à l'heure, l'outil de suivi des cours, ça a un potentiel de production de données qui est fort. Est-ce que en pratique, ça le fait ? Est-ce qu'il y a des problèmes de données personnelles qui font que vous n'y avez pas accès ? Comment ça se passe ? Alors, on est dans les clous en termes de données personnelles là-dessus, puisque les étudiants s'engagent en signant le contrat, si je puis dire, qui va les lier à Albert School au début, qu'on puisse en fait utiliser ces données personnelles-là à des fins adaptatives côté Albert School en matière pédagogique en particulier. Donc là, on est un petit peu aux prémices de toutes ces modélisations, parce qu'on a seulement le recul sur 3 mois d'une classe de 33 étudiants. Donc on tire des premiers enseignements, déjà, sur certains cours, sur lequel typiquement on s'est rendu compte que l'interaction n'était pas suffisante. Donc ça, on constate sur la plateforme qu'il n'y a pas suffisamment d'interaction, donc on essaie de creuser un peu le problème. Donc là, on passe à quelque chose de plus manuel, si je puis dire. On est allé un petit peu interroger les étudiants pour prendre du feedback et on s'est rendu compte que sur ce cours-là, il n'y avait pas suffisamment de pratique. Et c'est ça qui empêchait les étudiants de pouvoir vraiment progresser, quoi. On a même constaté que le niveau d'interactivité était un peu décroissant. Et c'est quelque chose qu'on a changé avec le prof en question. Et là, on a constaté que c'était stabilisé. Et j'espère que dans les prochaines semaines, ça va revenir croissant. Ok, ouais, donc un feedback bien utile. Est-ce que vous avez une anecdote sur la data à raconter ?
Cette question, elle est ultra pertinente et on la pose également en entretien, quasiment pareil. Pour l'entretien de recrutement à Albert School, on demande aux étudiants de nous décrire ce que c'est que la data pour eux. Donc c'est assez intéressant en termes d'enseignement de voir comment est-ce qu'un étudiant de 18 ans voit la data, quoi. J'ai adoré la réponse que m'a fait un étudiant là-dessus. Il m'a dit « La data, c'est de l'information qui est stockée dans une case ». Et je trouvais que ça décrivait un peu avec les mains, de manière assez adaptée, ce que c'était que la data. Et ensuite, peut-être pour prendre une data qu'à titre personnel, j'aime bien, un data point qui est 65%. 65%, je crois que ça représente le pourcentage de jeunes diplômés qui exerceront un job qui n'est pas encore connu. Alors, il y a différentes manières d'aborder ce genre de stats, quoi. Mais le message sous-jacent à ça, c'est plus de se dire que la tech est en train de considérablement transformer l'économie et qu'en tant qu'institution éducative, on se doit également de se maintenir à la page, quoi. Ouais. Vous avez une opinion personnelle sur la data à partager ? Je dirais que à la fois ça me fascine, à la fois ça me fait peur, pour être franc. Et là-dessus, je pense qu'il faut rester assez précautionné en fait sur ces enjeux de data, parce qu'on confond, on met un peu tout dans le même panier, quoi. Data, IA, statistiques, deep learning, et je passe tous les autres buzzwords qui peuvent exister autour de ça. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que la data et l'IA de manière générale, ça reste des maths un peu dopées aux stéroïdes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sous-jacents derrière, c'est pas uniquement que du black box. Et donc pour pouvoir créer de la valeur, je dirais, pertinente avec la data, il faut garder ce type de choses en tête, quoi. Quel conseil vous donnez à vos élèves aujourd'hui ? Alors je vais un peu paraphraser le parrain de notre première promotion, qui est Cédric Hall, l'ancien secrétaire d'État au numérique. Je le paraphrase parce que je trouve que les conseils qu'il leur a donnés pendant l'inauguration sont assez adaptés. Il leur a dit 3 choses. 1, travaillez beaucoup. 2, ayez de la chance. Et 3, développer les relations humaines. Il leur avait dit un 4e truc qui était faites des maths parce qu'eux, ils commencent leurs études supérieures. Et bon, quand on commence un job, si, faites des maths quand même, quoi. Alors, c'est quoi la suite pour Albert School ? Il y a plein de suites à Albert School. Le next step, c'est ce que tu disais un petit peu au début du podcast. Le next step pour nous, c'est de pouvoir ouvrir nos masters et de pouvoir démontrer qu'on opère le produit pédagogique à l'échelle d'un campus de bout en bout, de l'année 1 à l'année 5. Quoi. Ça, c'est un premier objectif. D'avoir nos premiers diplômés qui vont alimenter ce que je disais tout à l'heure, notre principal KPI, qui est le KPI d'employabilité. Et puis ensuite, une fois qu'on réussira à opérer un campus, on a envie d'en opérer plusieurs. On ne sait pas encore exactement où. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Mais je pense que le second next step, il est là-dessus. Et puis je pense que de manière un peu plus macro, on a un challenge de résilience, si je puis dire. Albert School, le premier objectif pour nous, c'est que dans un premier job, dans une boîte, l'employeur puisse se dire « Ah, tu viens d'Albert School, ok, top, je vois ce que tu vaux, c'est génial ». Mais l'enjeu de résilience, il réside aussi dans le fait de se dire, 10 ans après, quand on a 10 ans d'expérience dans une boîte, pérenniser un peu la marque Albert School dans les entreprises. Merci beaucoup, Edouard. Merci à vous, à bientôt. Vous venez d'entendre Edouard Neuville sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager. La semaine prochaine, je recevrai Jérémy Cheradam, data scientist du 15 de France, pour nous parler de data et de rugby. À très vite.